Voilà, je voudrais dédier cette communication à la mémoire de Pierre Mertens, puisque elle s'ouvre par une citation que je ne vous lirai pas, mais qui est de Milan Kundera, un écrivain qu'il appréciait particulièrement et qui s'est intéressé aussi, bien sûr, à ce genre de sujet. Au même titre que l'être humain a été précédemment transformé en matière première, du développement du machinisme jusqu'au four crématoire, grâce aux technologies actuelles et à l'inflation des dispositifs à puces qui nous abrutissent d'une irréalité envahissante, ce dont témoigne l'appétit aveugle de nos contemporains pour le selfie et le like. Notre marge de manœuvre est aujourd'hui réduite comme peau de chagrin. La vie politique et sociale, l'environnement, l'éducation, la santé, la culture, l'économie, les services publics et même les procédés et stratégies pour résister à la propagande de cette pensée unique sont profondément impactés par la toute-puissance d'un hypercapitalisme qui a vaincu les idéologies qui ont contesté jusqu'ici le leadership. La Terre et l'humanité sont à présent gérées comme l'est une entreprise privée. L'espace, que l'on commence à visiter touristiquement, après en avoir militairement et économiquement cadastré les potentialités, est en train de suivre. Le monde tout entier est devenu, si vous voulez, de manière virale, un camp de la mort, et la conscience critique, un spam. Dans un tel cadre, il n'existe plus guère de chance pour des formes alternatives de structure sociale. Il est plus facile à présent d'envisager la fin du monde que celle du capitalisme. On en trouvera un exemple dans la mutation d'un vocable qui désigne un rapport à la chose politique. On peut lire en effet sur le site de l'Union européenne que le terme de gouvernance, je cite, correspond à la forme dite postmoderne des organisations économiques et politiques. Fin de citation. Ce terme, introduit dans la sphère publique par des think tanks d'inspiration libérale, adoptés à partir des années 90, n'est pas un simple néologisme comme il en existe tant aujourd'hui. On a pris ici un mot ancien, utilisé depuis le XIIIe siècle, proche de celui de gouvernement, et qui, selon la Curne de Sainte-Palais, auteur au XVIIIe siècle d'un glossaire de l'ancienne langue française depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV, désignait la façon de se conduire. Actuellement, le terme de gouvernement désigne donc une forme de pouvoir hiérarchique, alors que celui de gouvernance suggère une forme de gestion du pouvoir plus horizontale, donc moins autoritaire. Il faut toutefois savoir que ce terme, appliqué à une forme de gestion du pouvoir politique, provient de l'expression anglo-saxonne, anglo-américaine, corporate governance, ou gouvernance d'entreprise. Et celle-ci désigne une gestion de l'entreprise qui est déterminée par l'importance accrue du statut de l'actionnariat et par l'évolution du management interne. Ce vocable, en réalité, bien loin de renvoyer à une extension de la démocratie, ne désigne rien d'autre que la prise de pouvoir du capitalisme financier sur le capitalisme industriel, caractérisé au premier chef par le fait de ne plus considérer le personnel que comme un facteur de coût parmi d'autres, une variable d'ajustement. Bref, nous sommes là face à une forme de dictature des actionnaires.
Pour illustrer cette problématique, une œuvre littéraire n'ayant eu que peu de visibilité, et c'est un euphémisme, dans notre système culturel, réhabilite la fonction poétique et utilise l'analyse marxiste de l'histoire. Auteur d'une grande œuvre romanesque sous le nom de Jean-Louis Lippert, ce romancier est aussi l'auteur de pamphlets et d'essais sous les identités d'Anatole Atlas ou de Juan Luis de Loyola, hétéronymes qui apparaissent aussi comme personnages de ses romans. Cette multiplication identitaire, que l'on trouve aussi chez un poète comme Fernando Pessoa, lui permet de passer d'un registre narratif à l'autre dans une écriture kaléidoscopique qui s'inspire de la théorie romanesque du mentir vrai pratiquée par Aragon. Tango tabou de Lombu, un de ses derniers romans en date avant Agiaco, se positionnait dans le champ du roman français contemporain comme une entreprise langagière de dénonciation de tous les faux-semblants qui régissent les lois d'une industrie des loisirs et de la culture. Mais il faisait aussi référence à la crise mondiale que nous vivons depuis la chute du mur de Berlin et dont l'attentat de New York en 2001 fut un des sidérants symptômes. Cette guerre, qu'il place dans la continuation de la guerre de Troie, est le fruit d'une logique qui émerge avec celle des empires et de la pensée unique, opposée à celle du vivant, de l'ouvert, du divers et de l'altérité. De Rome à New York, en passant par Troie, Stanleyville, Bagdad ou le Donbass, il existe ainsi une filiation. La maîtrise de la parole, fruit du langage et source de la conscience humaine, représente donc un enjeu fondamental. La langue crée de la réalité. Les figures de ceux qui ont par nature vocation d'être les marqueurs de parole et qui sont directement concernés par la naissance de nos interprétations du monde, sont aujourd'hui les gardiens d'un modèle totalement perverti. Pour le dire autrement, avec Netflix, les réseaux sociaux, la télé-réalité ou la littérature de divertissement, nous sommes très loin d'Homère. Nous subissons des stratagèmes empêchant toute véritable prise de parole. Pour Lippert, le roman n'est pas autre chose qu'une tentative de sortir du labyrinthe, de la perte du sens et d'un enfermement. Il existerait donc un discours soumis aux lois du Minotaure, c'est-à-dire au cannibalisme que l'homme exerce sur lui-même et ses semblables, et il existe une parole salvatrice qui exorciserait les autodestructions, celle de la haine. Si l'acte littéraire est marqué par l'ouvert, l'indéterminé étant la source des possibles, toute pensée unique restreint de manière castratrice cet indéterminé en le figeant en code et en dogme. À la question posée par Sartre dans Situation 1 et 2, à propos de l'engagement littéraire, réfutant à la fois la théorie de l'art pour l'art et le réalisme, que pouvons-nous répondre aujourd'hui ? C'est une des questions centrales à laquelle l'œuvre de Lippert nous invite à réfléchir. Je le cite. Cultural Animation and Entertainment Strategy for Anesthesia of Revolution. Cet acronyme, dont vient d'être divulgué l'usage dans certains milieux du renseignement, révèle assez le césarisme fondamental d'une civilisation. Depuis plus de 1000 ans, rôde sur l'Europe le fantôme de Charlemagne et son fantasme d'un Reich millénaire. Au chant des canons répondent
Eulenspiegel et François Villon. Quand l'Empire français triomphe en Prusse, Laed Hölderlin lance un cri « Und wozu Dichter in dürftiger Zeit ?» L'Empire prussien triomphe-t-il en France? Laed Rimbaud s'exclame « La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde ». Au bombardement nouveau, Laed Aragon réplique par la ballade de celui qui chanta dans les supplices. Laed Brecht par Furcht und Elend des Dritten Reichs. Mais quand règne loi du silence et prolifération d'insignifiance, quel Césaire face à Caesar? Quand l'infinie démultiplication des images ne renvoie plus à aucune altérité, quand seule règne la visibilité du néant, c'est la capacité non seulement de voir, mais d'entretenir un rapport avec l'invisible qui se trouve menacé de mort. Ainsi s'intensifie la colonisation des zones les plus enfouies du cerveau par les légions de César, dont les armées sont ces images. L'art se transmute en marchandise et la marchandise en art. Pire qu'un nuage atomique est celui qui gouverne les têtes, justement appelé cloud. L'image, fenêtre sur l'infini, devient guichet de prison portatif. Cette structure techno-militaro-informatique désintègre davantage encore que l'aura de l'original évoquée en son temps par Walter Benjamin. Elle détruit l'imagination. C'est elle qui succombe aux impératifs technologiques lorsque M. Jourdain prend le nom de Larry Page, fondateur de Google, pour affirmer du cerveau humain qu'il est un ordinateur obsolète ayant besoin d'un processeur plus rapide et d'une mémoire plus étendue. Mais le plus puissant ordinateur serait-il capable d'intégrer toutes les informations contenues dans un arbre ou le vol d'un oiseau? Fin de citation. Si la guerre multimodale postmoderne est le fruit d'une logique qui émerge avec celle des empires, de l'unique et d'un ultralibéralisme avec sa logique de déification opposée à la logique de l'altérité, du multilatéralisme et de la complexité, le réductionnisme ethnique et social s'est en même temps accompagné d'un réductionnisme du langage. Ce n'est plus Camus ou Tolstoï, mais BHL et Hanouna qui sont actuellement les figures d'une forme d'autorité verbale par le fait de leur omniprésence par écran interposé. Ils ne sont pourtant que la voix de leur maître. Et ne parlons pas des algorithmes qui orientent aujourd'hui nos informations et notre conditionnement de créatures en marche vers le transhumain. Quelle responsabilité pour l'intellectuel ou l'écrivain face à ces nouvelles orthodoxies? Telle nous semble être une des nombreuses questions que soulève l'œuvre de Lippert, qui utilise une analyse lukácsienne de l'histoire pour en décoder la nature. Et il rejoint dans cette critique une écrivaine comme Annie Lebrun. Je cite: « Jusque dans les échanges les plus courants, tout ce qui ressortit de la vie intérieure semble ne devoir être formulé que dans un langage pseudo-scientifique. N'importe quelle confidence sur la vie amoureuse ne peut se faire sans qu'y viennent se télescoper mots et expressions
indifféremment emprunté aux sciences humaines et sociales. C'est, pour la plus grande confusion, que motivation, gérer, fantasme, valoriser, relation, articuler, mobilisation, négocier, demande, entreprendre, fixation, projeter, communication, employés à tort et à travers, font entrer dans la sphère individuelle, en plus de la psychanalyse et de la psychologie, la sociologie, l'histoire, l'économie. Le gâchis qui en résulte a pour conséquence de dévaloriser systématiquement la moindre expression sensible, forcément dépourvue de l'objectivité, tout d'un langage dont la neutralité et la technicité affichée travaillent à l'effacement pur et simple de ce qu'un être peut avoir de singulier. On ne peut que souligner la grossièreté de l'instrument que constitue ce langage faussement objectif pour rendre compte de la réalité sensible. Ce qui a été remarqué à propos de la prédilection de la bioéthique pour le langage managérial, engendrant comme une panne symbolique un climat de psychose froide, vaut désormais pour l'ensemble de la vie intérieure. Tant et si bien que l'inadéquation de ce langage pseudo-scientifique à son objet est à mettre en parallèle avec le recours grandissant aux médicaments psychotropes pour soigner indifféremment psychose, névrose, phobie, anxiété ou dépression, avec d'ailleurs des effets d'anesthésie analogues qui, en niant pareillement la complexité de la vie intérieure, instaurent une insensibilité en train de prendre force de normes. Fin de citation. L'essayiste française cite encore à l'appui de son analyse l'utilisation de l'euphémisme pour désigner, par exemple, comme malentendant un sourd, malvoyant un aveugle, ou encore le recours aux acronymes et aux abréviations ou aux sigles dont l'effet anesthésiant est tout aussi évident, comme dans le cas de SDF, ONG ou MST. Nous conclurons notre propos par une brève évocation de quelques écrivains qui ont abordé la question liant langage et pouvoir. Le seul roman de Simon Leys, une uchronie intitulée « La mort de Napoléon », comporte une réflexion sur le pouvoir absolu. Le grand connaisseur de la culture classique chinoise qu'était Pierre Ryckmans s'est ainsi aussi bien attaqué à la figure de Mao dans son essai sur la révolution culturelle qu'à celle de l'empereur des Français. Dans son essai, il dénonçait l'éradication programmée par le Parti communiste de la culture classique chinoise dont il était l'un des plus fins connaisseurs. Et il le faisait à la manière de l'enfant dans le conte d'Andersen. En déshabillant le grand timonier, un leader politique qui exerçait une fascination quasi religieuse sur les intellectuels maoïstes post-68 heures, Ryckmans s'est heurté à une féroce vague de disqualification de la part de ceux-ci. Parmi eux, l'inénarrable Alain Badiou est un des rares aujourd'hui à se réclamer encore du maoïsme. Il aura fallu attendre le massacre de la place Tiananmen en juin 1989 pour comprendre à quel point Simon Leys avait vu juste. L'université française ne le lui pardonnera pas et l'a contraint à finir ses jours en Australie. Par ailleurs, le mythe napoléonien étant toujours bien vivace en France, le roman, dont l'écriture et l'esquisse furent commencées bien avant que Simon Leys s'intéresse à l'évolution politique de la Chine, obtint surtout un écho positif dans le monde anglo-saxon,
La nature du politique et de l'absolutisme y était scrutée sans complaisance, comme chez Orwell, romancier auquel il a par ailleurs consacré un essai. Paradoxe pour deux écrivains qui n'aimaient pas la politique, mais qui surent mettre en lumière les dérives auxquelles conduisent le culte de la personnalité, la destruction de la langue et de la culture, et qui révélèrent l'un et l'autre la nature même du pouvoir totalitaire. Dans son œuvre bien connue aujourd'hui, George Orwell, à travers son roman 1984, ou son récit Animal Farm, a brossé une féroce et lucide analyse des mécanismes du pouvoir totalitaire, dont les deux traits principaux sont toujours l'invention d'une novlangue et l'effacement de la mémoire. C'est d'abord à travers son expérience de membre de la police en Inde qu'Orwell constate la mise en place des conditions du totalitarisme. Extrêmement critique à l'égard de l'impérialisme britannique et du racisme qu'il observe dans la colonie, il écrit « L'Empire des Indes est un despotisme qui a le vol pour finalité. » En 1940, il rapporte avoir entendu là-bas des, entre guillemets, théories raciales aussi imbéciles que celles des nazis, je le cite. Hitler n'est que le spectre de notre propre passé qui s'élève contre nous. Il représente le prolongement et la perpétuation de nos propres méthodes. Par ailleurs, lors de son engagement dans les brigades internationales durant la guerre d'Espagne, Orwell est témoin de la manière dont le stalinisme est mis en œuvre, très loin des sympathies soviétiques d'une partie de l'intelligentsia occidentale. Il a en effet pu voir pendant la guerre civile espagnole le stalinisme au pouvoir à Barcelone lors notamment de la répression du Parti ouvrier d'unification marxiste de tendance trotskiste auquel il appartenait, dont il était proche. À travers la novlangue, Orwell dénonce la langue de bois dont le pouvoir se sert pour contrôler les esprits. Dans un manifeste intitulé « Politics and the English Language », Orwell a critiqué la presse britannique pour son style empoulé, ce qu'il appelle le « inflated style », et sa dilection pour les mots détournés de leur sens premier, tout cela concourant à brouiller le sens des idées. Selon Orwell, les gens de lettres devraient s'en tenir à une langue dépouillée, plain English, éviter les euphémismes, les allusions et les tournures interro-négatives. Orwell y vise essentiellement le discours politique qui, dit-il, est conçu pour faire passer le mensonge comme véridique, l'assassinat respectable et conférer à ce qui n'est que du vent une apparence de crédit. Fin de citation. La forme la plus célèbre de la dénonciation des effets pervers de la novlangue est celle décrite dans 1984, où trois slogans « La guerre, c'est la paix »,« La liberté, c'est l'esclavage »,« L'ignorance, c'est la force », représentent l'omniprésent mantra de cette société gouvernée par Big Brother. Mais dans ce roman d'anticipation, Orwell insiste aussi sur un élément dont la littérature est la garante, c'est-à-dire l'importance de la mémoire. Il dit « L'oppression s'est toujours appuyée sur l'oubli. Un peuple doit retrouver son passé pour maîtriser l'avenir. » On ne peut passer non plus sous silence un héritier d'Orwell, en la personne du romancier franco-algérien Boualem Sansal, actuellement emprisonné par le régime d'Alger, détenu arbitrairement au motif d'une atteinte à la sûreté de l'État et condamné ce 27 mars 2025 à 5 années de prison, ce qui, vu son âge et son état de santé, est une atteinte à la sûreté
de sa personne. Il est l'auteur de plusieurs livres traitant de l'influence de la rhétorique islamiste dans la société civile. Il fut distingué en 2007 par notre Académie avec le prix Nessim Habif pour Le visage de l'allemand. Son roman dystopique 2084, La fin du monde, fut Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015 et est un roman inspiré précisément par le 1984 de George Orwell. Dans ce livre, Sansal crée un monde fondé sur l'amnésie et la soumission à un Dieu unique où le pouvoir religieux extrémiste a lancé une nouvelle langue, la bilangue. La bilangue n'était pas une langue de communication comme les autres, puisque les mots qui concernaient les gens passaient par le module de la religion. Boualem Sansal démontre que la meilleure littérature peut aussi nous conduire face au plus aigu des examens de conscience. Il en paye aujourd'hui le prix et c'est inquiétant quant à l'évolution de nos sociétés. Quant à Victor Klemperer, né à Landsberg en 1881, décédé à Dresde en 1960, il est notamment l'auteur d'une histoire de la littérature française du XVIIIe siècle et d'un essai Lingua Tertii Imperii, en abrégé LTI, un décryptage de la novlangue nazie utilisée comme moyen de propagande. Tiré de son journal rédigé durant les années 1934 à 1945, ce témoignage d'un éminent linguiste montre comment la langue allemande permet de créer des mots composés, une caractéristique linguistique que les nazis ne se sont pas privés d'utiliser pour inventer, mais Klemperer ne croit pas à l'invention ab nihilo, mais plutôt à la réutilisation pour inventer des mots à même de servir leur propagande. Il y a donc eu une novlangue nazie. Ce sont les particularités de cette novlangue que Victor Klemperer a consciencieusement notées pendant les années où le nazisme a régné sur l'Allemagne. Ainsi, les nazis ont beaucoup utilisé le préfixe Volk, le peuple, par exemple dans l'appellation Volkswagen, la voiture du peuple, parce qu'ils voulaient donner l'impression qu'ils servaient le peuple. Ils ont aussi remis au goût du jour certaines runes du Moyen-Âge. C'est de là, en effet, que vient le sigle en éclair de la SS. Leur but était de faire croire à toute la population que le nazisme n'était pas nouveau, mais était issu de l'Allemagne ancienne, qu'il incarnait la vraie Allemagne. Et que sur les décombres de la crise de 1929, le Troisième Reich durerait 1000 ans. Le langage nazi, qui recourt aussi à un atroce humour noir, dont un exemple trônait au fronton du portail d'Auschwitz, Arbeit macht frei, le travail rend libre, faisait fréquemment usage aussi de l'hyperbole, comme il pratiquait également l'euphémisme, en désignant par exemple, par l'expression « solution finale », le meurtre à l'échelle industrielle des populations juives, ou par la sinistre métaphore « Nacht und Nebel », nuit et brouillard, ceux qui étaient destinés à être déportés, effacés de l'histoire et réduits en fumée dans les fours crématoires. Klemperer souligne aussi l'importance chez les nazis d'un vocabulaire organique pour décrire la société comme un ensemble vivant, tendance préférée volontairement à une pensée systémique. La rhétorique du Troisième Reich, analyse Klemperer dans son livre, vise en priorité les affects et non la pensée qu'elle cherche à éliminer. La LTI éprouve une haine de la pensée, écrit-il. Elle privilégie l'emphase et le superlatif afin d'habituer les esprits à l'exagération. Elle utilise de façon récurrente les termes du champ lexical guerrier, l'adverbe héroïquement notamment.
est héroïque au fond celui qui ne craint pas la mort. Des termes connotés négativement également se retrouvent chargés d'une valeur laudative. Par exemple, l'adjectif fanatique. Le fanatique est tout entier dédié au Führer. Plus la fin de la guerre approche, plus le régime demande aux Allemands d'avoir en eux et en le Führer une foi fanatique. La plutocratie et le système sont aussi dénoncés et exécrés. Klemperer a l'intuition du fait qu'une langue énonce une vérité sur son temps. Il dit « Ce que quelqu'un veut délibérément dissimuler aux autres et à soi-même, et aussi ce qu'il porte en lui inconsciemment, la langue le met au jour. » Tel est sans doute aussi le sens de la sentence « le style, c'est l'homme ». Les déclarations d'un homme auront beau être mensongères, le style de son langage met son maître à nu, dit Klemperer. L'arrogance de cette langue traduit la morgue d'un régime, certain de réussir à se débarrasser d'un peuple dont il juge qu'il est un parasite. La LTI montre que la propagande, par les mots, n'imprègne pas seulement les idées, mais également les actes. J'en arrive à la conclusion et j'insiste sur cette observation. La phraséologie est toujours un bon indicateur de l'action qu'elle s'apprête à mettre en œuvre. Nous en avons un exemple plus récent encore et très révélateur à travers le vocabulaire employé par l'actuel président des États-Unis. Depuis son investiture le 20 janvier dernier, celui-ci a réussi à imposer par voie de décret, mais aussi dans ses discours, messages et rencontres, une distorsion du vocabulaire que certains observateurs ont qualifié de blitzkrieg lexical. Il faut rappeler qu'il est coutumier du fait, car dès la campagne pour son premier mandat, le républicain avait assis son style langagier, des phrases courtes, un vocabulaire restreint et répété, polarisé émotionnellement, avec des termes comme bad, triste, sad, triste, bad, mauvais, disaster, désastre, threat, menace, etc. Et un réservoir d'insultes régulièrement mobilisé à l'endroit de ses adversaires. Fake news, sa caractérisation des médias traditionnels et faits alternatifs étaient alors devenus les expressions signatures de l'élu républicain et de son administration. Parmi les exemples de cette chasse aux sorcières lexicale, sa volonté de rebaptiser des noms de lieux, de détruire les pouvoirs publics en épurant l'administration fédérale et le corps académique, dans la logique d'une pensée libertarienne élaborée par Friedrich Hayek et mise en œuvre par le passé dans le discours dans le domaine économique par le chef de file de l'école de Chicago, Milton Friedman, et de décrédibiliser par ailleurs pouvoir judiciaire et processus électoral sous le motif de collusion ou de fraude, un terme récurrent chez lui qui ne cherche pas à décrire le monde, mais à le changer. Il en va de même dans le domaine des sciences. Les domaines de recherche principalement concernés sont la justice sociale, l'inclusion, les minorités ethniques, les sciences sociales, le genre et l'orientation sexuelle, la politique, l'égalité entre les hommes et les femmes, et à cet égard, aucun domaine n'échappe à cette délirante censure orwellienne. J'en veux pour preuve récemment
du fait que l'armée de l'air américaine a été contrainte de faire disparaître de ses archives toute la documentation concernant le bombardier B-29 ayant largué la première bombe atomique sur Hiroshima. Son pilote, le colonel Paul Tibbets, avait en effet baptisé son appareil du nom de sa mère, Enola Gay. Dans ses carnets, Klemperer détaillait toutes les possibilités d'asservir une langue, et donc la pensée elle-même, phénomène à l'œuvre dans tout pouvoir totalitaire. Ce phénomène est plus que jamais vivace dans notre actualité la plus récente. Par exemple, quand on appelle opération spéciale une guerre d'agression contre un pays souverain, ou tondre la pelouse, l'intervention de Tsahal à Gaza. À cet égard, un examen sémantique des noms des opérations militaires serait instructif dans la mesure où les stratèges semblent avoir un goût prononcé pour l'humour, le poétique et la métaphore. Il est vrai que Mao se disait poète et qu'Hitler avait des prétentions architecturales et picturales. L'utilisation de la langue n'est jamais neutre.